Mes chers collègues, après avoir entendu 3 associations d'élus généralistes, l'Association des maires de France, l'Association des maires ruraux de France et Intercommunalité de France, nous poursuivons les travaux de notre mission d'information sur le bilan de l'intercommunalité par l'audition des représentantes de l'association Interco Outre-mer qui, comme son nom l'indique, représente les intercommunalités des territoires ultramarins. Je précise que cette audition fait l'objet d'une diffusion en visio et qu'elle sera disponible sur le site internet du Sénat. La délégation est conduite par Madame Liliane Piquion-Salomé, présidente d'Interco Outre-mer. Elle est accompagnée de Madame Christelle Etève-Vadier, membre du bureau d'Interco Outre-mer et élue de la communauté intercommunale des villes solidaires, Civis à La Réunion, et de Madame Caroline Cunis, directrice générale. Madame la Présidente, Mesdames, nous vous remercions chaleureusement de vous être rendues disponibles pour nous faire partager votre appréciation du fonctionnement de l'intercommunalité. D'une manière générale, les Outre-mer sont découpés entre quelques très grandes intercommunalités pour un petit nombre de communes et nous sommes très soucieux de comprendre comment elles fonctionnent, quelles sont leurs réussites et difficultés et seront particulièrement attentifs aux propositions que vous pourrez formuler. Je vous précise que notre mission d'information, créée à l'initiative du groupe Rassemblement démocratique et social européen, n'a pas pour objectif de remettre en cause le principe de l'intercommunalité, ni l'ensemble de l'architecture mise en place il y a maintenant 10 ans, mais d'identifier les freins et blocages de toute nature qui entravent le bon fonctionnement de certaines structures intercommunales. En adoptant une démarche pragmatique au plus près des réalités du terrain, nous avons à cœur de trouver avec les élus, en particulier les maires et les présidents d'intercommunalités, des voies d'amélioration pour garantir le meilleur fonctionnement possible de notre démocratie locale, notamment en termes de gouvernance et de services rendus aux citoyens. Je cède sans plus attendre la parole à notre rapporteure, Madame Maryse Carrère. Vous avez la parole, Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président, et bonjour à tous. Merci de nous accorder ce petit temps pour discuter des particularités, aussi des caractéristiques spécifiques de vos intercommunalités en Outre-mer. Et aujourd'hui, la question n'est pas de dresser un procès ou un satisfecit de l'intercommunalité, mais de voir la réalité aujourd'hui dans vos territoires aussi et votre perception de l'intercommunalité. Donc, pour le début de notre audition, je vais vous poser quelques questions générales. Si vous avez aussi quelques propos liminaires, vous pourrez nous les donner. Nous rappeler déjà, si vous les avez, les étapes avant 2015 et avec la loi NOTRe, de la mise en place des intercommunalités d'outre-mer, comment elles se sont formées. Est-ce que, selon vous, ces intercommunalités sont des réussites ou elles sont aujourd'hui des outils parfaitement installés dans le paysage institutionnel de vos territoires ou encore en maturation, en phase de maturation ou en devenir? Et aussi, si vous pouvez nous donner les principales difficultés aujourd'hui que vous rencontrez dans ces intercommunalités des territoires. Nous nous pencherons un petit peu plus tard sur la spécificité de la carte intercommunalité, de la gouvernance, de l'exercice des compétences et de la solidarité qui s'exerce aujourd'hui au sein des intercommunalités. Donc, je laisse la parole. Je ne sais pas qui veut la prendre en premier. Ben écoutez, je propose de la prendre déjà. Parfait. Avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet. Mesdames, Messieurs, je vous remercie sincèrement de nous donner aujourd'hui l'occasion de porter la voix des intercommunalités d'outre-mer dans le cadre de cette mission d'information 10 ans après les lois MAPTAM et NOTRe. C'est un moment important pour faire le point sur le chemin parcouru, les acquis, mais aussi les obstacles, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, que rencontrent nos territoires. Je souhaite donc ici vous livrer un éclairage à la fois réaliste et constructif, car si les intercommunalités ultramarines partagent les grands objectifs fixés à l'échelle nationale en matière d'aménagement, de transition écologique, de planification ou encore de gouvernance, elles se heurtent à des réalités de terrain profondément spécifiques.
Par exemple, le désordre foncier, l'habitat informel ou dégradé, la rareté du foncier maîtrisé, la vulnérabilité aux risques naturels, et puis les attentes fortes en matière de services publics et de développement économique de proximité. Tout cela dans un contexte institutionnel, souvent jeune, marqué par des ressources humaines et financières limitées et des relations interinstitutionnelles parfois complexes. Il n'y a pas suffisamment d'outils à la hauteur de leurs responsabilités et nos intercommunalités sont pourtant des acteurs de proximité et de projets capables d'inventer des solutions adaptées pour peu qu'on leur en donne les moyens. Nous avons eu une illustration de cette démarche, notamment en période de Covid. C'est dans ce cadre qu'Interco Outre-mer s'efforce, depuis sa création, de renforcer la voix collective des intercommunalités ultramarines, notamment sur la question foncière. Un travail collectif, concerté, porté depuis 2 ans avec les élus d'Interco Outre-mer, des techniciens, des professionnels de terrain et des représentants de l'État. Et c'est un travail qui a donné lieu à plusieurs séries de propositions concrètes et qui se poursuit aujourd'hui dans le cadre de notre feuille de route 2025. Je crois savoir d'ailleurs que ce travail vous a d'ores et déjà été communiqué. Loin d'un plaidoyer pour l'exception, nous portons à Interco Outre-mer un appel à la reconnaissance pleine et entière des spécificités ultramarines. L'intercommunalité dans nos territoires est encore en construction, parfois fragile, mais elle est aussi profondément porteuse d'avenir, à condition, bien entendu, de lui en donner les outils, de la visibilité et une place pleine et entière dans la définition des politiques publiques. Voilà ces quelques mots que je voulais vous adresser et je ne souhaite pas être plus longue pour laisser toute la place aux échanges que nous allons avoir. En tout cas, je vous remercie encore une fois. Merci à tous. Merci beaucoup. Est-ce que Madame la Présidente est en capacité de s'exprimer? Ah, c'est vous? Pardon. Je viens de le faire. Je ne vous connais pas, donc parce qu'il y a une personne qu'on ne voit pas. C'est vous la Présidente, Madame, excusez-moi. Oui, je suis Liliane Piquillon-Salomé, présidente d'Interco Outre-mer. D'accord. Et je viens de vous adresser quelques mots. Et puis maintenant, en cours de... Oui? Alors, on peut continuer. Oui, je pense que vous pouvez continuer. Votre collègue, la vice-présidente, c'est ça, qui était invitée, qui ne peut pas s'exprimer parce qu'on ne la voit pas, non? C'est ça? Alors, si je peux me permettre de prendre la parole un instant, elle essaye désespérément de se connecter depuis tout à l'heure, mais visiblement, autant la présidente que moi, que Madame Letev-Vallier, on a eu des difficultés, effectivement, pour se connecter. Donc, je la vois qui se connecte et qui se déconnecte. Donc, on va quand même continuer. Présidente, peut-être continuer sur les particularités, effectivement, de la mise en place de l'intercommunalité en Outre-mer, comme voilà, ça a été peut-être demandé au démarrage. Oui, tout à fait. Alors, en attendant que Mme Vallier puisse se connecter, vous dites oui, pour répondre à la question, dans ce cadre, les structures d'outre-mer présentent-elles des particularités? Bien évidemment, les intercommunalités d'outre-mer présentent des particularités, notamment juridiques, géographiques, juridiques parce qu'elles ne sont pas adaptées à nos régions ultramarines, géographiques, institutionnelles, socio-économiques, ce qui influence fortement leur fonctionnement. Alors, un contexte institutionnel récent encore fragile, je vous l'ai dit dans mon propos liminaire, parce que créé souvent en marche forcée, dans des environnements communaux peu dotés, ces structures peinent parfois à asseoir leur légitimité. Cela se traduit par une appropriation incomplète du fait intercommunal et des relations complexes, voire conflictuelles, avec les communes membres. Ça, aux Antilles notamment, c'est une question que nous rencontrons régulièrement.
des spécificités territoriales fortes. Nous sommes des territoires insulaires, morcelés ou enclavés, comme par exemple en Guyane ou aux îles Marquises, confrontés à des formes d'urbanisation informelle et avec une insécurité foncière chronique. Par exemple, les indivisions, les terres coutumières et puis un désordre cadastral. Ces contraintes rendent difficile la planification et la maîtrise du foncier. Je crois que Mme Vadier s'est connectée. Est-ce qu'elle nous entend? Excusez-moi. C'est bon. Bonsoir à tous. Voilà. Je lui passe peut-être le relais parce qu'elle était en charge de présenter les choses. Alors, je vais terminer donc sur les structures, sur les particularités, et puis je vais passer la parole pour la suite à Madame Estelle Vadier. Donc, je disais donc, et puis aussi, il y a des pressions sociales et environnementales aiguës, une croissance démographique rapide, une précarité énergétique et sanitaire, avec, bien entendu, une vulnérabilité aux risques naturels. Vous en avez eu des démonstrations très fortes, notamment à travers Chido, et des besoins criants en infrastructures de base. Par exemple, l'eau, c'est un problème majeur dans nos régions ultramarines, et pratiquement toutes nos régions connaissent cette problématique. Et puis aussi, il y a la question d'assainissement et des déchets. Avec tout cela, avec des ressources limitées, un manque d'ingénierie, des difficultés de recrutement, un fort turnover et une faible autonomie financière, notamment au niveau de la fiscalité étroite, une forte dépendance aux dotations, des charges de services publics élevées. Et puis, en termes d'hétérogénéité, les situations varient fortement selon les territoires, les statuts, les régimes fonciers, l'accès aux données, les relations interministérielles, ce qu'à Interco Outre-mer, nous nous efforçons de rétablir parce que là, vraiment, nous considérons qu'il y a une vraie carence et qu'il y aurait intérêt à ce que les relations pour tous, avec les différents ministères soient plus fluides et se rendent compte, soient au fait de nos problématiques, en tout cas des doléances exprimées, de manière que nous arrivions à tenter au mieux de résoudre ces difficultés en termes de particularités. Voilà sur les particularités ce que je voulais déjà vous dire. Et maintenant, je pense que Madame Estelle Vadier peut peut-être prendre la suite. Si elle le veut bien. Donc, si elle le veut bien. Oui, donc je vous prie déjà de bien vouloir m'excuser sur le petit contretemps que j'ai eu. Donc, je me présente, Christelle Estelle Vadier, je suis adjointe au maire d'une commune de 11 500 habitants dans le sud de l'île de la Réunion. Je suis aussi élue communautaire au sein d'une intercommunalité qui s'appelle la Civis. Donc qui regroupe à peu près, je pense, 150 000 habitants, si mes données sont exactes. Aujourd'hui, je pense que nous intervenons sur le premier questionnement qui avait été évoqué à l'ordre du jour sur le fonctionnement et la pertinence des intercommunalités. C'est bien ça, Madame la Présidente? Oui. On doit intervenir sur ce point précisément ou vous faites une introduction générale au préalable? On peut rentrer dans le sujet. Si vous souhaitez, on peut rentrer directement dans le sujet. Très bien. Donc, l'intercommunalité de la Civis, elle a été mise en œuvre, elle a pris naissance simplement en 2010. On peut dire que cette intercommunalité aujourd'hui présente divers atouts dans son fonctionnement. Déjà, c'est le principe de solidarité entre les communes, une forte organisation administrative qui est un atout majeur et déterminant dans le bon fonctionnement d'une intercommunalité, notamment sur les choix structurels, organisationnels et fonctionnels qui sont faits au sein de cette structure administrative qui doit comporter un pilotage très fort.
Sur les atouts aussi de l'intercommunalité, c'est le projet de territoire et sa coordination entre les services administratifs et les élus. L'un des points majeurs, en tout cas au niveau de la Civis, qui a permis aujourd'hui à la Civis d'avoir un fort ancrage dans le Sud, c'est les divers outils qui ont été mis en œuvre au sein de cette collectivité, qui sont la mise en place des SPL, des SEM, des ensembles, des schémas directeurs sur différentes thématiques, mobilité, aménagement du territoire. Donc, je pense aussi aux SCOT, qui sont des outils de coordination qui ont été très, très vite prise en charge par les administratives et déployée au sein de l'intercollectivité. Un point fort qui permet à l'intercommunalité de se déployer largement sur le territoire et qui est un atout majeur, je pense, au sein de Saint-Interco, c'est la SPL. Donc, on a une SPL Grand Sud qui fait office d'assistance maîtrise d'ouvrage et qui permet de manière concrète à notre intercommunalité de déployer, en tout cas de mettre en œuvre de manière concrète les projets structurants de notre collectivité. Donc, si je devais résumer aujourd'hui les atouts, c'est la solidarité, l'organisation, le projet politique et les outils que je viens d'évoquer, avec une forte coordination entre la gouvernance politique et les administratifs, qui a permis à notre intercommunalité de mener un projet d'envergure au niveau de l'île de la Réunion, qui a rendu un projet d'envergure qu'on appelle le Grand Sud, qui est une politique de compétitivité, on va dire géopolitique du territoire. Et en même temps, l'important pour la collectivité, c'est de pouvoir aussi créer cette compétitivité, mais tout en trouvant l'équilibre de fonctionnement avec les autres intercommunalités, équilibre de fonctionnement notamment dans les projets, puisque comme vous le savez, les territoires d'outre-mer sont des territoires qui sont limités de par le foncier et donc qui nécessitent forcément une coordination entre les différents PCU et les PCI. Oui. Madame la rapporteure. Oui, merci pour ces propos introductifs. Ensuite, pour rentrer un petit peu dans le sujet, pensez-vous aujourd'hui que la carte intercommunale est bien adaptée à la réalité de vos territoires ? On peut constater que vous avez quand même des communautés de communes avec des grosses intercommunalités, communautés d'agglomération. Par exemple, à La Réunion, vous avez plus de 128 000 habitants et vous l'avez dit vous-même pour une intercommunalité. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, il y a un besoin de révision de cette carte intercommunale, peut-être avec des retours en arrière, ou est-ce qu'il y a un besoin qui est exprimé par rapport à ça ? Ensuite, en termes de compétences aussi, est-ce qu'aujourd'hui, les compétences telles qu'elles sont déterminées par la loi, est-ce qu'elles répondent à des besoins réels de votre territoire ? Vous avez parlé de développement territorial, mais il y a aussi d'autres champs de compétences qui peuvent répondre à vos besoins particuliers. Et puis pour terminer, en termes de gouvernance aussi, est-ce qu'aujourd'hui, comme dans notre territoire métropolitain, on peut entendre que les maires ne trouvent pas toujours leur place dans l'intercommunalité et qu'il peut y avoir des tensions avec souvent un sentiment de dépossession et d'abandon des maires par l'intercommunalité. Est-ce que vous avez ce sentiment aussi ? Est-ce que vous avez entendu, vous avez ces problématiques et est-ce que les communes trouvent leur place dans l'intercommunalité en outre-mer en fonction des besoins et en fonction des compétences que vous exercez ? Madame la Présidente. Alors, si je peux me permettre, il me semble intéressant de faire le point sur les forces et les faiblesses, comme je l'ai succinctement évoqué tout à l'heure.
il y a des forces, il y a des faiblesses. D'abord, il y a une capacité d'innovation face aux carences. De nombreuses intercommunalités développent des solutions locales, parfois pionnières. Par exemple, l'économie circulaire, le climat, énergie renouvelable. Il y a un ancrage également territorial avec une proximité géographique et sociale favorable à des politiques publiques ajustées. Une coopération émergente, par exemple la mutualisation entre intercommunalités sur des enjeux structurants. Je donne un exemple. Récemment, nous étions à Mayotte et les présidents des intercommunalités et de communautés de communes de Mayotte se sont réunis et ont créé, avec ces 5 structures intercommunales, une intercommunalité intitulée Interco 976. Quel est l'objectif? C'est que toutes les intercommunalités se sont réunies et ont formé une seule structure pour être force de proposition et montrer leur solidarité et le poids qu'ensemble réunis, qui pourrait apporter, notamment au niveau du gouvernement, en fonction de leurs besoins et de manière que tout le monde soit ensemble et agisse ensemble dans un seul objectif. Et là, j'ai trouvé que c'était un geste extrêmement fort. C'est une affirmation politique des présidents qui s'imposent comme porteurs de vision stratégique à l'échelle territoriale. Ça fait partie des forces. Maintenant, nous avons aussi des faiblesses. Je l'ai dit tout à l'heure, un déficit d'ingénierie avec un manque de compétences, de continuité administrative, de cadre juridique adapté. Par exemple, chez nous, quand un cadre vient de l'Hexagone ou d'ailleurs, il est fonctionnaire, il arrive, il reste 3 ans, mais il a à peine le temps de s'imprégner des vrais sujets, des vrais besoins et de mener à terme la déclinaison, la feuille de route qui a été prévue. Donc pour moi, c'est quand même quelque chose de compliqué. Une faible autonomie financière avec une assiette fiscale réduite, dépendance aux dotations et difficulté à cofinancer les projets. Alors, on a parlé de simplification des formalités administratives, mais cela fait des décennies que ce sujet-là est sur la table et c'est compliqué. Les relations maintenant entre intercommunalité et communes, c'est vrai. Il y a un flou sur les compétences. Par exemple, les transferts de compétences, si je prends la compétence économique à travers la loi NOTRe qui a été transférée, je pense que c'est une frustration pour les communes, mais c'en est ainsi. Et puis, il y a les tensions historiques, l'histoire, le maire se sent dépossédé, c'est vrai, et la population, malgré tout, reste attachée au maire, ce qui fait que ça n'est pas toujours facile. Et puis aussi, une complexité juridique dans un cadre pensé pour la métropole, souvent inadapté à nos spécificités ultramarines, donc locales. Ce qui fait que la lisibilité, parfois, elle est limitée parce que l'intercommunalité reste peu identifiable pour les citoyens, comme je vous le disais tout à l'heure. Et sur ces points-là, je pense que vraiment, il y a quelque chose à faire. Une étude intitulée « L'intercommunalité dans les départements et régions d'outre-mer » que nous avons menée conjointement avec les intercommunalités de la France, vous a été transmise par la directrice générale d'Interco Outre-mer. Je ne sais pas si vous en avez pu prendre connaissance. Elle dresse dans ce contexte un état des lieux précis à partir des données consolidées et des entretiens de terrain. C'est très important, les entretiens de terrain, parce que ça fait partie du projet de territoire également. Et finalement, peut-être que c'est un sujet qui mérite vraiment d'être pris au sérieux et où on pourrait vraiment en tenir compte. Cette étude, en tout cas, faisait notamment ressortir plusieurs défis majeurs, présents et à venir, que les intercommunalités d'outre-mer doivent relever. Par exemple, renforcer l'attractivité globale des territoires. Cela passe par la consolidation des fonctions de base indispensables à la qualité de la vie et à l'aménagement durable. La potentialisation de l'eau et son acheminement fiable,
l'extension des réseaux d'assainissement pour une collecte efficace des eaux usées, la mobilité avec des solutions adaptées aux contraintes géographiques et sociales, la gestion des déchets, souvent structurellement sous-dotés, le développement économique local, indispensable à l'ancrage des populations et à la résilience des territoires. Et puis, financer des services publics de qualité tout en maintenant les équilibres budgétaires. Les intercommunalités doivent relever ce défi dans un contexte de fortes contraintes financières. Ça, nous le savons, hein, et apparemment, ça n'ira pas en s'arrangeant. Et puis, arriver à résorber les difficultés financières persistantes. Il s'agit de consolider les ressources fiscales et financières, souvent fragiles et insuffisamment maîtrisées localement, d'optimiser le rapport qualité-coût des services publics rendus à la population, de mutualiser les moyens, en particulier pour les services essentiels comme l'eau, dans une logique d'intérêt général. Ça n'est pas encore le cas. Alors, quel est le ressenti des maires et des présidents d'intercommunalités? Le ressenti, eh bien, ils sont contrastés et révèlent malgré tout des lignes de force. Il y a une volonté d'agir, une conscience des responsabilités. En tout cas, les élus sont mobilisés, conscients de l'importance de l'échelle intercommunale pour structurer les politiques locales, leur engagement sur les sujets d'intérêt général, sur l'eau, l'habitat, les déchets, l'aménagement, est fort. Mais il y a un sentiment d'isolement et de surcharge. De nombreux présidents se sentent seuls face à des responsabilités lourdes, sans ingénierie suffisante ni appui technique. Ils pointent l'inadaptation des normes, ils sont vraiment pas adaptés, la complexité du cadre juridique et des tensions sur les compétences. Alors, cette tension sur les compétences, il me semble que ça a vraiment besoin d'être exprimé encore plus clairement et bien compris, parce que je ne suis pas persuadée que ces éléments-là soient suffisamment bien compris. Or, de toute façon, le présent et l'avenir nous disent qu'on n'a pas d'autre choix que de mutualiser les moyens dans l'intérêt général. Et je pense que là, est-ce une question de formation, de discours qui doit être revu, de bonne compréhension au niveau des élus et des cadres? Il me semble là, et là je pense à la formation très fortement, il me semble qu'on a besoin encore de plancher sur ce sujet-là. On n'a pas, dans un contexte mondial aussi contraint, aussi compliqué, d'autres moyens que de mutualiser les moyens et d'avoir une bonne compréhension de l'intérêt général. Une demande donc de reconnaissance et de soutien, ce n'est pas une logique d'exception, mais une attente d'adaptation réelle, en définitive, aux réalités ultramarines avec la reconnaissance, le dialogue, l'accompagnement, la stabilité institutionnelle. En résumé, je dirais que les élus sont lucides, engagés, mais en demande d'écoute, de simplification de moyens à hauteur des enjeux. Donc, cela revient à dire que la perception reste globalement floue, mais on n'observe pas de désaffection. Le partage des compétences en eau, déchets, urbanisme et les habitants identifient surtout la commune comme interlocuteur principal. C'est important de le dire parce que les habitants, ce qu'ils connaissent, c'est leur maire. Et peut-être que là, on a vraiment besoin de communiquer sur ce sujet-là. Voilà, donc les intercommunalités manquent souvent de moyens pour valoriser leur action et de manière à avoir des réalisations concrètes. Lorsque les intercommunalités portent des projets visibles, leur légitimité progresse. La culture intercommunale s'ancre peu à peu, je l'ai dit, mais notamment chez les jeunes élus et les techniciens mutualisés. Donc, on revient vraiment à dire que la progression du fait intercommunal dépend de la clarté des projets, de leur impact et de la qualité du dialogue social. Et c'est vrai que le dialogue social est une question très sensible, hein. On a des interventions syndicales qui parfois sont
oserais-je dire, sont musclés. Et peut-être qu'on a besoin d'avoir des éléments de langage qui apaisent qui apaisent en fait nos différentes régions, et de manière que ces freins, à travers les grèves notamment, ne puissent pas continuer à bloquer que ce soit le développement économique et tout simplement la vie du citoyen. Les lois d'engagement, par ailleurs, et proximité d'une part, 3DS d'autre part, est-ce qu'elles ont apporté des éléments de souplesse utilisés par les intercommunalités d'outre-mer? Eh bien, ces lois ont introduit certaines marges de manœuvre supplémentaires, mais leur impact concret dans les outre-mer reste encore inégal et limité. Des éléments de souplesse utiles en théorie. Ce sont des textes qui ont permis d'ajuster certains équilibres entre communes et intercommunalités, par exemple les modalités de transfert ou de restitution de compétences au assainissement, etc. Ils ont ouvert la voie à une plus grande différenciation territoriale, principe attendu dans les Outre-mer et reconnu comme nécessaire, voire indispensable. Mais les difficultés d'appropriation et de mise en œuvre de manière pragmatique et concrète, dans la majorité des cas, les intercommunalités ultramarines n'ont pas pleinement mobilisé ces outils, faute de lisibilité, de formation ou de moyens techniques pour en tirer parti. Des procédures donc restent complexes, peu accompagnées et nécessitent une capacité d'ingénierie juridique et politique dont toutes les structures ne disposent pas. S'agissant du principe de différenciation, il reste encore largement théorique et très peu de dispositions spécifiques ont été réellement mises en œuvre sur le terrain à ce jour. En conclusion, je dirais que ces lois vont dans le bon sens, mais elles n'ont pas encore permis de répondre aux besoins structurels des intercommunalités ultramarines. Il existe vraiment un besoin d'accompagnement renforcé pour que les possibilités offertes par ces textes deviennent de véritables leviers d'adaptation et non des simples options sur le papier. Voilà ce que je voulais vous communiquer. Merci, Madame la Présidente. Est-ce que Madame Kunis ou Madame Etef Vadier souhaitent réagir à ces propos et ainsi qu'aux questions qu'a posées tout à l'heure Madame la rapporteure? Oui, donc je vais compléter les propos qui ont été introduits par la présidente sur le fonctionnement des intercommunalités et notamment dans son aspect un peu plus en termes de contraintes et d'inconvénients. Je pense qu'aujourd'hui, il serait peut-être nécessaire de mener des politiques d'évaluation sur le fonctionnement de ces intercommunalités si on souhaite continuer si on souhaite perfectionner ou en tout cas répondre à certains besoins. Je pense qu'il serait en tout cas nécessaire de pouvoir mener des politiques d'évaluation. Et alors Madame Piquion l'a bien mentionné, c'est le besoin en ingénierie et en expertise qui est très important au sein des intercommunalités et qui nécessite ou sous-entend de mettre en place une politique de formation des cadres et des ingénieurs, notamment au regard des différentes lois. Ensuite, alors moi, j'ai une méthodologie très scolaire. Je vais reprendre les points, je réponds point par point. Quel est aujourd'hui le rapport entre la Civis et ses communes membres? Bon, ça, je vais quand même passer la question parce que je vais quand même parler du principe de solidarité
qui montre bien que on arrive quand même à fonctionner et à avoir une gouvernance partagée, mais qui est quand même limitée par l'aspect de la représentativité des élus au sein des intercos. Les élus des petites communes sont beaucoup moins, bon, c'est cadré par la loi, sont beaucoup moins représentés au sein des intercommunalités. Les élus des grosses communes sont beaucoup plus représentés, ce qui sous-entend que les élus des petites communes se retrouvent avec une charge de représentation beaucoup plus importante au sein des intercommunalités, alors que les élus des grandes communes peuvent se répartir les délégations et avoir une charge en termes de représentation beaucoup plus partagée et donc beaucoup moins importante, ce qui paradoxalement est un peu contradictoire puisque on pèse moins, mais on porte plus lourd en termes de représentative. Alors, nous, on est clairement concernés. On est une commune de 11 500 habitants. La plus grosse commune de la Civis, c'est Saint-Pierre, 80 000 habitants. Aujourd'hui, nous sommes 3 élus de la majorité et une élue de l'opposition, donc 4 élus assiégés au sein de certains interco. Et face à nous, avec nous, hein, c'est pas face, puisque c'est une équipe... on est ensemble. On a 33 élus de la commune de Saint-Pierre. Tout ça pourrait nous amener à repenser peut-être ce système de représentation et les modalités qui définissent la représentativité des élus, mais aussi au regard du nombre important d'habitants dans les communes de La Réunion, à repenser éventuellement le statut des intercommunalités. Peut-être qu'il y a des pistes de réflexion qui sont plus à voir comme plutôt des métropoles, puisque aujourd'hui, au sein de la Civis, on a 2 grosses communes, 80 000 habitants pour Saint-Pierre, 50 000 habitants pour la commune de Saint-Louis, 11 000 habitants pour notre commune, 8 000 pour la commune de Sillaos. Et les plus petites communes font 8 000 habitants. Donc, si on compare ces échelles aux intercommunalités de métropole, voilà, on n'est pas du tout dans les mêmes proportions. Ensuite, je souhaitais peut-être vous laisser la parole pour qu'on puisse éventuellement échanger sur ce point, sur toute partie de ces. Merci. Madame Kunis, si vous le souhaitez, je vous invite à vous exprimer. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je vais être très bref puisque c'est toujours, je dirais, important de laisser la parole aux élus, mais je vais quand même revenir sur la question qui était posée et la présidente, je pense, prendra la suite. Effectivement, la carte intercommunale, et encore une fois, il faut différencier selon les territoires, elle n'est pas toujours, elle est le résultat d'une transposition d'un modèle qui n'est pas toujours adapté, en tout cas, aux réalités locales, aux réalités des territoires. Et c'est vrai que le ressenti du découpage intercommunal n'est pas toujours, je dirais, voilà, d'une affection énorme. Donc, je vais laisser la présidente parler un peu plus du territoire de la Guadeloupe, avec peut-être un peu plus de cas concrets. Mais cela dit, le découpage, il diffère vraiment. À Mayotte, par exemple, et pour ne parler que de Mayotte, on voit bien que l'intercommunalité, même si le découpage au démarrage a été perçu comme imposé et non adapté, on voit bien que les intercommunalités aussi, parce que c'est un département plus jeune, arrivent très bien à fonctionner. Elles ont eu un peu de mal à se mettre en place pour certaines, je pense notamment à celle du Nord, mais d'une manière générale, elles se sont vite mises en marche. Et aujourd'hui, et comme le soulignait la présidente tout à l'heure, elles arrivent non seulement à bien travailler avec leurs communes, mais également à bien coopérer entre elles. Et c'est pour cette raison que la présidente soulignait tout à l'heure l'existence et la création d'Interco 976, qui est une association représentant toutes les intercommunalités. Il y en a 5 à Mayotte. Donc voilà, donc il y a vraiment le ressenti, en tout cas, de la carte intercommunale diffère selon les territoires. Et je pense que au niveau de la Réunion, Christelle, tu pourras peut-être en reparler. Il me semble que le découpage est plutôt
assez cohérent. Par contre, en Guadeloupe, présidente, et je vais vous donner la parole, c'est un petit peu plus complexe. Voilà, la parole à la présidente. Merci. Oui, effectivement, en Guadeloupe, eh bien, vous avez 5 intercommunalités, une communauté de communes parmi elles. Et maintenant, je crois qu'on a à peu près tous compris qu'il y a des forces et des faiblesses et que notre intérêt, c'est de travailler en bonne intelligence de manière à développer ce pays où les jeunes ont beaucoup de projets innovants et veulent aller de l'avant. Maintenant, c'est vrai qu'on se heurte à des questions de formalité administrative, les subventions parfois qui sont un peu complexes. On a vraiment besoin d'accompagnement et de formation, mais des rapprochements se font. Par exemple, en économie bleue, vous avez la CARL qui a tout le littoral, donc personnellement, je pense que la CARL devrait plutôt développer les métiers de la mer, tous ceux qui sont proches de la mer. Après, vous avez le Nord Grande Terre qui axe ses efforts sur l'agro-transformation, tout comme Cap Excellence également, dont je fais partie. Donc, beaucoup de projets innovants, un état d'esprit qui est en train de s'améliorer, des tensions un peu moins fortes, mais notre objectif clé à tous, c'est de vouloir développer la Guadeloupe dans un esprit de complémentarité, et c'est ce qui est en train de se faire petit à petit, mais malgré tout, nous avons besoin sur le plan national que les lois, les possibilités, les financements soient mieux adaptés, tout en ayant un accompagnement adapté aux réalités du terrain. Et c'est pour cela que je pense que le projet de territoire, en fait, c'est la base. Adapter les métiers, par exemple, aux besoins des territoires. Nous sommes notamment une population très vieillissante et on a besoin d'accentuer un certain nombre de métiers, de développer un certain nombre de formations sur ce créneau-là. Et hier, toute la semaine dernière, par exemple, en tant qu'élu délégué au territoire d'industrie en Guadeloupe, eh bien, j'ai pris des classes de première, de terminale, de seconde même déjà, pour leur montrer l'intérêt qu'il y a à se lancer dans l'entreprise, puisque l'objectif était de susciter une vocation d'entreprendre au niveau industriel, puisqu'il a là c'est le sujet d'actualité, où on a besoin en Guadeloupe de développer des petites industries et de leur montrer qu'à travers une industrie, il y a plusieurs types de métiers, depuis celui qui pousse les chariots jusqu'à être ingénieur, recherche en développement. Il y a des tas de métiers, des métiers dont il nous manque en Guadeloupe, comme les techniciens en termes de réparation, par exemple, ce que nous appelons entre autres les électromécaniciens. Donc, nous avons sensibilisé ces jeunes-là pour leur montrer qu'il y avait d'autres voies que d'être dans la fonction publique, d'autres voies que d'être dans certaines professions libérales déjà pourvues. Et c'est dire qu'il y a un vrai besoin d'aller de l'avant et qu'après, eh bien, il faut concilier les contraires et pour pouvoir faire avancer nos régions ultramarines, en l'occurrence la Guadeloupe, mais nous avons de très beaux projets et les jeunes sont très motivés. La région Guadeloupe accompagne, le département accompagne, la région Guadeloupe ayant étant à l'économie en premier plan. Nous, à Cap Excellence, on travaille beaucoup sur le sujet. On a un projet tel que l'agroparc. BMAO a un projet Innova où seront regroupés un certain nombre d'activités extrêmement importantes. Donc, ça bouge, mais on a besoin d'être mieux accompagnés, d'être mieux pris en compte, et puis pour pouvoir réaliser des choses concrètes. Et puis aussi, l'objectif de tous les responsables politiques, c'est de faire que nos jeunes Antillais reviennent aux Antilles, puisqu'ils ont un savoir-faire, ils sont diplômés. Maintenant, il faut que nous arrivions à mettre les outils adaptés de manière qu'ils puissent s'exprimer dans le métier et contribuer au développement de notre région de Guadeloupe. Merci, Madame la Présidente. J'ai une question de notre collègue Lucien Astensionne. Je vous en prie. Madame la Présidente, bonjour. Lucien Astensionne, sénateur du Vaucluse. Oui, non, tout à l'heure, vous avez évoqué vous êtes réunis toutes les intercommunalités de votre département et vous avez fondé un organisme
fédère un petit peu toutes ces intercos. Et vous avez dit, en fait, c'est très intéressant, on travaille ensemble. Ce que je voulais savoir, c'était de savoir quelle était l'incidence par rapport au département. Puisqu'en fait, si vous réunissez toutes les intercos ensemble dans une espèce de fédération, ça équivaut un petit peu à ce qu'est le département. Voilà. Et donc, comment ça fonctionne ? Fonctionner ensemble, en complémentarité ou en opposition, ou sur certains sujets ou sur d'autres, enfin voilà. Alors, merci pour votre question. De manière très claire, il s'agit de Mayotte. Et c'est suite au cyclone Chido que les intercommunalités ont décidé de mieux travailler ensemble et d'être très solidaires sur la question notamment de la reconstruction de Mayotte. Donc, c'est la première fois que ça se fait dans les régions domiennes et je pense peut-être en général, même dans l'Hexagone. En tout cas, il s'agit bien de Mayotte. Leur objectif n'est pas être en opposition, mais de montrer qu'ils sont les plus à même de s'exprimer sur leurs besoins, sur leurs attentes et qui connaissent mieux leur région que quiconque finalement. Alors, laisser entendre qu'ils seraient en opposition, moi je ne suis pas certaine que ça sera le cas parce que le moment est venu de mieux travailler avec le département notamment, de mieux travailler effectivement avec l'État et d'être force de proposition en étant solidaire, en étant unis pour pouvoir arriver à reconstruire et développer Mayotte. C'est dans cet état d'esprit que j'ai assisté à leur assemblée constitutive de l'Interco 976 et leur objectif, c'est d'avoir une voix forte parce qu'il semblerait qu'ils ne soient pas forcément consultés quand il y a des décisions à prendre pour Mayotte. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. Merci, Madame la Présidente. Moi, j'ai également une question, même 2, voire 3 complémentaires. Vous avez, dans vos propos liminaires, tout à l'heure, Madame la Présidente, évoqué l'inadaptation de l'intercommunalité au territoire. Mais en quoi, je n'ai pas compris en quoi ces périmètres n'étaient pas suffisamment adaptés. Est-ce que vous pourriez nous en dire davantage? Autre question, alors, répondez à la question si vous voulez bien. Allez-y. D'accord. Alors, sur ce point-là, moi, je vous donne un exemple. Il y a plusieurs exemples, mais par exemple, le foncier. Nous avons une histoire en Guadeloupe, comme dans toutes les régions ultramarines. Les règles régissant les questions liées au foncier ne sont pas toujours adaptées. Par exemple, nous avons un problème sur les assurances. Alors, les assurances, le foncier. Sur le foncier, eh bien, les règles ne sont pas toujours bien adaptées et par rapport à l'Hexagone, bon, il y aurait lieu peut-être de rétablir un peu mieux les choses. Sur les assurances, par exemple, eh bien, en Guadeloupe, on a du mal à se faire assurer parce au motif qu'il y a trop de cyclones, trop à travers les changements climatiques et les collectivités sont mal assurées ou pas suffisamment. Sur le plan personnel également, c'est la même chose pour les ménages parce que ce sont les Antilles et parce qu'il y a un certain nombre de risques. Donc, est-ce qu'au niveau de ces règles-là, pour ne citer que ces 2 exemples, on ne pourrait pas dire que, eh bien, en France hexagonale, il y a moins de cyclones, encore que les choses changent. Les changements climatiques font qu'il y a maintenant des difficultés qui ressemblent un peu aux miennes. Mais sur tous ces sujets-là, eh bien, nous avons des difficultés à avoir des textes qui répondent à nos besoins. Merci. Vous avez également évoqué la question de la mutualisation. Je vous rappelle que la mutualisation, ce n'est pas une compétence. Et que chacun peut mutualiser avec son voisin s'il le souhaite. Il n'y a pas de limite. À quoi pensez-vous en particulier pour renforcer la mutualisation? Il n'y a pas besoin. Est-ce qu'à droit constant, on ne peut pas déjà mutualiser la totalité des compétences qu'on possède les uns et les autres? Est-ce qu'il y a un effort à faire sur le plan législatif ou réglementaire? Alors, quand j'ai parlé de mutualisation, je pensais plutôt à une intercommunalité regroupant un certain nombre de communes
puisque les communes, elles se sentent quelque part un peu démunies de leurs fonctions. Vous prenez une intercommunalité, par exemple, eh bien, il serait intéressant qu'on mutualise de manière équitable les actions. Donc, le maire, en fait, il se sent quelque part un peu démuni. Et c'est dans ce sens-là que je l'ai exprimé ainsi. Très bien. Puis, dernière question, à moins qu'il y ait des collègues qui en aient d'autres encore. Vous avez évoqué la question des compétences. Est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que les intercommunautés de France veulent davantage de compétences? Et si oui, ça serait lesquelles? Celles que sont aujourd'hui entre les mains des régions, des départements ou encore des communes? Parce qu'on observe sur le continent, dans l'Hexagone, que certaines communes reprochent à leurs intercommunalités de trop vouloir embrasser de compétences et de les vider progressivement de leur substance, ces communes. Est-ce que vous voulez davantage de compétences par l'effet de la loi, ou est-ce que vous voulez prendre encore, par accord avec les communes, des compétences qui sont aujourd'hui les leurs? Je pense que c'est une réflexion qu'il faut mener ensemble. Telle intercommunalité peut souhaiter avoir plus de compétences par rapport aux autres. Je pense que ça, c'est un problème qui doit se situer au niveau des propres intercos locales et de se dire qui fait quoi, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on a intérêt à avoir. Parce qu'à trop embrasser, peut-être que ça peut fonctionner moins bien. Il vaut mieux être spécialiste de questions bien précises et on sait qu'on est fort là-dessus et qu'on peut mieux accompagner les communes membres. Donc, il ne s'agit pas de tout vouloir, ce n'est pas ça le sujet. Quels sont les besoins? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble et qui fait quoi? Et on se met d'accord. Et ça, c'est une question d'entente entre les intercos et entre les intercommunalités et leurs communes membres. Merci. Pour moi, la démarche serait celle-ci. Merci. Est-ce que Madame Etef Vadier ou Madame Kunis souhaitent apporter des compléments de réponse? Ou oui. Ajouter quelque chose aux échanges? Je vais prendre la parole après, mais je vais laisser Christelle. Alors, si aujourd'hui on devait se poser la question de renforcer les compétences de l'intercommunalité, je pense que cette question serait à aborder avec beaucoup de précautions, notamment sur l'impact et parce qu'aussi il existe des exemples d'intercommunalités où la gouvernance partagée n'existe pas ou qu'il y a des conflits de représentation, des soucis de gouvernance. Voilà, donc ce point-là pourrait nous amener à être précautionneux sur le fait de vouloir renforcer les intercos et donc de vider de leur substance les communes qui restent quand même le réceptacle quotidien et les maillons de proximité de terrain. Donc, je pense qu'il y a forcément un équilibre et une vision au plus près de la réalité à avoir avant de prendre des décisions. Mais sur certaines compétences aujourd'hui qui sont celles des intercommunalités, je pense à l'assainissement ou à la mobilité, je pense que c'est des compétences qui ont toute leur légitimité au sein de l'intercommunalité puisqu'elles permettent d'avoir une vision globale et non pas de réfléchir à plusieurs petites échelles. Voilà. Merci beaucoup, madame. C'est vrai qu'il n'y a pas de compétences orphelines et que dès qu'un échelon veut une compétence de plus, ça sera au détriment d'un autre. Parce que c'est ainsi. Et je ne connais pas beaucoup d'échelons qui souhaitent se séparer de compétences spontanément. Enfin, me semble-t-il. En tout cas, si vous avez... En tout cas, si je peux me permettre, en tout cas, si on souhaite renforcer les compétences des intercommunalités, je pense qu'il faut avoir un regard particulier, notamment sur le souci de représentation et, comme je l'avais dit, sur la représentativité
des petites communes au sein des intercommunalités. Et voilà, c'est vraiment, si on aborde ce point de renforcer, il faut que la question soit globale et on doit aussi voir cet aspect de comment est-ce que chaque maire puisse avoir un rôle important. Alors, la loi 3DS, je pense, il me semble, a instauré la conférence des maires. À la Civis, c'est un outil qui a tout de suite été mis en place lorsqu'il a été, évoqué. Donc, la conférence des maires aujourd'hui est un outil qui permet aux maires de se réunir, de se concerter. Et c'est un processus décisionnel. Je pense qu'il doit être, c'est un outil efficace, mais encore faut-il qu'il y ait une réelle, on va dire, dans la déclinaison, la représentation. Au final, quand on vote, nous, on a eu au niveau de la Civis une problématique sur la baisse de la desserte de services publics sur les transports, où 3 communes membres étaient contre la diminution de l'offre de services de transport sur le territoire. Et trois autres communes, dont une majoritaire, étaient pour. Et voilà, ça a créé une friction, des problématiques, où on avait quand même 3 maires qui n'étaient pas d'accord sur une décision qui s'applique sur leur territoire. Donc, il y a quand même des limites et sur le fait de vouloir renforcer les intercommunalités, et notamment sur la gouvernance. Ça va de pair. Merci beaucoup. Si je peux me permettre Je vous en prie. Oui, parce qu'on parle de compétences et de transfert de compétences, et pour qu'ils soient adaptés et qu'ils soient complets, les intercos d'outre-mer demandent quand même qu'on puisse afférer à ces transferts de compétences les moyens aussi humains, techniques, financiers, ce qui n'est pas toujours le cas. On se souvient très bien des débats encore récents du transfert GEMAPI notamment. Et je crois que c'est important aussi que systématiquement, il y ait un travail qui soit fait en amont des transferts de compétences, suffisamment poussé sous tous les aspects, de façon à vraiment transférer des compétences dans les meilleures conditions possibles pour les intercommunalités qui se retrouvent avec des compétences et en même temps des responsabilités et des obligations qui sont de plus en plus aiguës, de plus en plus importantes, et vécues aussi parfois avec une énorme pression, tant au niveau de l'élu qu'au niveau des administratifs. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on puisse bien mieux travailler, en tout cas sur ces sujets-là, de préparation au transfert des compétences sous toutes ses formes. Alors, si je peux dire, c'est justement tout l'intérêt de la conférence des maires, de se mettre d'accord sur le qui fait quoi, de manière qu'il y ait un partage qui soit équilibré, juste, dans l'intérêt de chaque maire qui forme cette intercommunalité. Et ça se prépare évidemment. Alors, tout vouloir sur une seule interco et que les maires se sentent un peu désavantagés, c'est pas le but. Après, c'est de l'intelligence collective, c'est la solidarité, c'est un état d'esprit et c'est des outils partagés à mettre en place. Merci. C'est vrai que la personnalité de la personne qui préside compte énormément dans le bon fonctionnement ou pas de l'intercommunalité. En tout cas, on a bien noté le déséquilibre qui peut exister entre les élus des petites communes qui sont sous-représentés, non pas sur le plan démographique, mais par rapport au nombre de représentants totaux, et qui sont obligés de fournir un travail très intense parce qu'il faut qu'ils embrassent tous les sujets. Et du coup, il y a une espèce de déséquilibre qui se crée à leur détriment, parce qu'on ne peut pas tout maîtriser parce qu'on a tous des limites. Et c'est bien plus facile lorsqu'on peut se répartir les compétences en fonction des représentants qu'on a, que de tout faire en même temps. Si vous n'avez plus rien à rajouter, il me reste à vous remercier. Chers collègues, je vous rappelle que nous nous verrons demain à 13h30 pour auditionner l'association des représentants, des directeurs généraux des communautés de France. Merci à tous
bonne fin de journée, enfin bonne journée à vous, parce que enfin, ça dépend à qui on parle, mais certains sont en soirée, d'autres sont en matinée, et nous, on est en fin d'après-midi. Moi, je commence la soirée. Moi, c'est la soirée. Liliane, je crois que... Nous, c'est la journée. Oui, j'ai bien compris. En tout cas, merci. Merci. Merci, Président. Merci à tous. Au revoir. Merci. Bonne soirée, au revoir. Au revoir.